Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. C'est une photographie historique, la photo de la rencontre ce matin entre Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, et Marco Rubio, le patron du département d'État américain, ce matin à Riyad. Trump et Poutine ont discuté au téléphone le 13 février pour régler la tragédie ukrainienne sans Kiev et sans les Européens. Et moins d'une semaine plus tard donc, les chefs de leur diplomatie se sont assis à la même place à la même table, en Arabie Saoudite pour préparer la rencontre de leur président. Alors pour comprendre comment la Russie et peut-être surtout les Russes voient les choses, je reçois ce soir Alexis Tarade, expatrié français à Moscou et cofondateur du média Divergence Politique. Alexis Tarade, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu encore une fois présent à l'appel de Choc du Monde. Dites-nous, Alexis Tarade, comment les Russes vivent-ils ce dégel avec, j'ai envie de dire, l'ennemi américain, un dégel attendu depuis au moins 3 ans, si ce n'est peut-être plus? Alors, si ce n'est plus, Moscou vit actuellement une vague de froid extrêmement forte. Donc, le dégel, c'est pas pour tout de suite en Russie. Et au-delà de ma plaisanterie, c'est probablement pas pour tout de suite non plus sur le volant diplomatique. Certes, côté russe, il y a une volonté des citoyens russes d'avoir des meilleures relations avec les États-Unis d'Amérique. Certes, côté gouvernement russe également, il y a cette volonté peut-être de séduire, de revenir à des relations avec l'Amérique beaucoup plus normalisées, je dirais même sur un volant économique principalement. Mais ce qui en résulte, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même une méfiance, il y a une fracture qui s'est créée au fur et à mesure de ces nombreuses années. Ça remonte pas uniquement à 3 ans en arrière, ça remonte à plus longuement que ça. Et véritablement, les Russes, quand même, sont, je dirais en tout cas, prudents sur l'avancée de ces premiers pas, de ces premiers dialogues. Alors Alexis Tarade, revenons si vous le voulez bien sur les éléments les plus importants ayant précédé cette rencontre entre Lavrov et Rubio, dans cette rencontre russo-américaine. Aucune date n'a été arrêtée, mais cela pourrait être très bientôt, a répondu Donald Trump à la presse le 16 février, alors qu'il était interrogé sur une rencontre avec Vladimir Poutine. Leur discussion téléphonique de 90 minutes, la semaine passée, a d'ores et déjà bousculé l'ordre mondial. Et l'entrevue tant attendue, synonyme de mise au banc des dirigeants européens et de Zelensky, pourrait avoir lieu en Arabie Saoudite. Le département d'État américain a aussi confirmé un appel téléphonique entre Marco Rubio et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, le 15 février. Les deux diplomates ont convenu de coopérer sur l'Ukraine, selon Moscou. De son côté, Marco Rubio a réaffirmé la volonté de Donald Trump de trouver une issue au conflit. De quoi inquiéter Volodymyr Zelensky. Il ne faut pas de décision sur l'Ukraine sans l'Ukraine, pas de décision sur l'Europe sans l'Europe, sinon nous perdons tous, a-t-il fait valoir. Seule garantie obtenue, le dirigeant ukrainien se rendra à son tour à Riyad, mais mercredi, 24 heures après la rencontre Rubio-Lavrov. Donc Zelensky semble écarté des négociations, les Européens aussi. Nous allons revenir là-dessus. Je veux aborder d'abord des révélations potentielles apportées par RT qui cite Sergueï Lagodinsky, un député allemand des Verts. Selon lui, citant ses propres sources, l'administration Trump proposerait 3 choses. D'abord, un cessez-le-feu. Ça, on le sait. Trump l'a déjà évoqué depuis plusieurs mois. Il veut un cessez-le-feu en Ukraine. Mais ensuite, il voudrait désormais des élections en Ukraine. Et ensuite, cela déboucherait sur un accord final entre Washington et Moscou, bien sûr, mais surtout entre Kiev et Moscou. Cette piste-là vous semble-t-elle crédible, Alexis Tarade? Mais surtout, à votre avis, la diplomatie russe et le Kremlin accepteraient-ils dans ces étapes-là cette proposition de Trump? Bon, alors, la Russie a été extrêmement claire. D'ailleurs, son porte-parole aux Nations Unies a pris la parole, je crois, hier ou avant-hier, pour rappeler quels sont les éléments indiscutables préalables je dirais, des négociations de paix en Ukraine. Il y a cette question de la libération totale des régions que les Russes considèrent désormais comme faisant partie de la Fédération de Russie. Rappelons que aujourd'hui, sur l'intégralité de ces régions, il y a à peu près entre 25 et 30% de ces régions qui sont toujours sous contrôle de l'Ukraine. Donc ça sous-entend
que l'Ukraine accepterait de céder foncièrement du terrain qui n'a pas été pris militairement. Ça, c'est une première des choses. Deuxième chose qui a été rappelée par le représentant de la Russie aux Nations Unies, c'est forcément, je dirais, le statut de neutralité que devrait avoir l'Ukraine à l'avenir, c'est-à-dire non affiliée ni à un camp ni à l'autre, avec, en tout état de cause, absolument aucune velléité de rejoindre l'OTAN, ce qui était quand même l'une des revendications ukrainiennes majeures, avant même le début du conflit. Et puis, dernier point, et je pense qu'effectivement, il y a la question des normalisations des relations internationales. On pense aux sanctions, on pense effectivement aux relations économiques entre les États-Unis et la Russie, entre l'Europe et la Russie. Là, c'est des points véritablement qui sont, je dirais, des casus belli s'ils n'étaient pas mis en place sur la table pour pouvoir ouvrir le dialogue. Alors, j'évoquais Zelensky. Zelensky, manifestement, n'a plus l'oreille des Américains. On se demande s'il ne va pas être lâché par Donald Trump. Les Russes perçoivent-ils cela, mais surtout, espèrent-ils cela? Je pense que tout le monde ici en Russie l'espère véritablement. Je ne suis même pas certain qu'il faille uniquement voir ça sous le prisme d'un espoir, mais peut-être même d'une réalité. Factuellement, on voit quand même depuis quelques mois, et même quelques mois en amont de la prise de l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche, on voit qu'il y avait un désengagement annoncé de Donald Trump des États-Unis d'Amérique vis-à-vis de la question ukrainienne. Alors, ça s'est renforcé par effectivement des éléments extrêmement forts en termes diplomatiques ces dernières semaines et puis ces derniers jours. On vit quand même une période qui est extrêmement majeure, je pense, dans l'histoire moderne mondiale. Et ce qui est certain, c'est qu'effectivement, les Russes, sans doute à juste titre, considère qu'on a des éléments tangibles qui montrent un désengagement diplomatique, militaire et progressif et majeur des États-Unis d'Amérique vis-à-vis de l'Ukraine. Alors, il y a quand même un paradoxe, permettez-moi, Alexis Tarade, mais vous dites qu'il y a un désengagement américain, mais Trump est clairement en train d'accélérer les choses et peut-être d'aboutir, en tout cas, de permettre des négociations et d'aboutir à la paix. Est-ce vraiment un désengagement ou est-ce déjà un début de victoire diplomatique pour Donald Trump? Alors, victoire diplomatique, ça dépend de ce qui va en advenir, je dirais, des négociations. Je pense que les États-Unis d'Amérique, et ça c'est mon analyse personnelle, je pense que les États-Unis d'Amérique ont la volonté, en tout état de cause, de rediriger cette question ukrainienne plutôt sur un volant économique que militaire, c'est-à-dire de parvenir à un cessez-le-feu à défaut d'un accord de paix. Je fais bien la différence entre cessez-le-feu et accord de paix, qui permettrait aux États-Unis de normaliser leurs relations avec les États-Unis, avec la Russie, pardon, ce qui est très important pour plein de sujets extrêmement sensibles, notamment sur les terres rares, etc. Et en même temps, de pouvoir justement avoir un début, je dirais, de rapprochement économique et commercial avec l'Ukraine, justement également sur ces terres rares. Donc, en gros, de gagner sur les deux camps. Et en parallèle de ça, de se dire que cette paix ou cette future paix qui pourrait être, ou ce cessez-le-feu qui pourrait être survenir en Ukraine, puisse être assumée non plus par les Américains, mais par l'Europe économiquement et éventuellement militairement par une présence. C'est ce qui a été discuté hier soir, notamment à l'Élysée, entre les dirigeants, certains dirigeants européens, puisqu'on pourra remarquer que beaucoup de dirigeants n'étaient pas présents, et notamment ceux les plus hostiles à la question ukrainienne actuellement. Alors, nous allons revenir sur les aspects commerciaux d'une éventuelle entente entre Moscou et Washington. C'est un élément très important et des informations ont fuité depuis moins de 24 heures de Riyad. Mais vous évoquez aussi très justement, Alexis Tarade, la rencontre hier entre un certain nombre de dirigeants européens à Paris à l'invitation d'Emmanuel Macron. Alors, bon, pour résumer, les capitales européennes jouent ou essaient de jouer le tout pour le tout. On demande si elles y parviennent. En tout cas, ils sont divisés. La Grande-Bretagne s'est dit prête à déployer des troupes en Ukraine après un accord de paix,
afin de fournir, je cite, des garanties de sécurité à Kiev, mais, avec l'aide américaine, bien sûr. Londres, encore une fois, est incapable de faire les choses sans Washington. Ce matin sur France Info, Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a annoncé un 16e train de sanctions européens contre la Russie. En parlant de train, on a l'impression vraiment que les Européens ont un certain nombre de trains de retard. Ils ont un certain nombre de trains de retard, ça c'est pas une nouveauté. Ils sont à la traîne depuis le début du conflit finalement. Ils sont, je dirais pas proactifs sur la résolution du conflit. Ils sont dans je dirais dans un suivisme américain depuis le début. Donc ça c'est pas un scoop. Ceci étant, ce qui est très intéressant de voir, c'est que la réunion qui a eu lieu hier, déjà, c'est ce que je disais, elle ne réunissait finalement pas un certain nombre d'acteurs européens aujourd'hui qui sont quand même des acteurs, même si leurs États ne sont pas aussi importants que la France et l'Allemagne, bien entendu, mais qui sont quand même des acteurs importants aujourd'hui dans le dialogue et qui sont, eux, en opposition clairement et définie à un maintien, à un prolongement de cette guerre en Ukraine, coûte que coûte, avec les fonds européens. Je pense notamment à la Hongrie, je pense à la Slovaquie, mais je pense à d'autres pays, bien entendu, je pense à l'Autriche également. Sur ceux qui étaient présents, là encore, il n'y avait pas une homogénéité du dialogue. Vous l'avez rappelé à juste titre, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Angleterre, on n'a pas les mêmes approches, on n'a pas la même vision des choses, que ce soit la Suède, que ce soit la France. Là, il y a peut-être un rapprochement, mais en tout état de cause, il y a quand même un certain nombre de pays qui se sont opposés clairement à une présence militaire qui revient, c'est un petit peu la Arlésienne, qui refait surface dans ces négociations. Donc ça, c'est assez surprenant. Et puis, dernier point qu'il faudrait peut-être rappeler, c'est que ces acteurs européens, finalement, quel poids ont-ils ? Ils n'ont aujourd'hui pas la capacité économique de continuer en lieu et place des États-Unis d'Amérique, si on imagine que les États-Unis d'Amérique se désengageaient totalement. Et puis, deuxièmement, ils n'ont pas la capacité militaire non plus de prendre la suite des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est-à-dire, quel soutien finalement ? De quoi parle-t-on ? Et là, je pense qu'il y a quand même véritablement un doute qui peut s'instaurer très clairement sur notre capacité à être un acteur majeur. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que nous, Européens, tristement, malheureusement, ne faisons pas partie des négociations. Et dernier petit point que je me permets, je vais relativiser l'intervention de Scholz. Scholz a dit que, effectivement, la question de l'envoi de troupes au sol nécessiterait des fonds qui devraient, dans ce cas-là, être compensés par moins de projets d'infrastructure et moins de projets sociaux. Mais il a dit juste derrière que cela n'était pas entendable puisque les Allemands n'en voulaient pas, quoi qu'il arrive. Donc, je nuance un petit peu son propos. Le ministre russe des Affaires étrangères a quant à lui qualifié hier 17 février d'agressif les discours des dirigeants européens lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Je rappelle qu'elle s'est tenue du 14 au 16 février. Pour lui, pour Lavrov, les Européens veulent continuer la guerre. Alors, il est inutile donc de les inviter à une conférence de de paix. Les Russes, évidemment, ont beaucoup de rancœur vis-à-vis des dirigeants européens. Cela peut-il changer, selon vous, Alexis Tarade ? Que faudrait-il pour que cela change ? Ce qu'il faudrait, c'est du temps, déjà, pour que ça passe. Je crois qu'effectivement, côté russe, il y a beaucoup d'amertume concernant les pays européens, pour une raison simple, une amertume d'ailleurs qu'on ne retrouve pas vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, puisqu'il y a toujours eu historiquement des relations russo-américaines qui étaient tendues, qui étaient, je dirais, méfiantes de la part des Russes. Mais ces relations-là avec l'Europe, je rappelle que la Russie a toujours voulu être l'un de ces grands pays d'Europe qui puisse avoir des relations avec ses voisins européens. Et un petit peu comme un amoureux transi, s'est toujours retrouvé finalement la Russie dans une situation où l'Europe la dédaignait, ou en tout cas la rabaissait, ou la considérait avec moins de... je dirais une stature moins importante que la Russie estime le devoir. Donc il y a sans doute plus de frustration du côté russe vis-à-vis de l'Europe que, bien entendu, il y en a vis-à-vis des États-Unis, pour lequel les Russes n'attendaient finalement pas grand-chose. Maintenant, soyons factuels, effectivement, la réunion d'hier à Matignon, à l'Élysée, en est exactement le symbole. Les Européens, en tout cas ceux qui étaient présents autour de la table, ne cherchent pas la paix, ils cherchent à prolonger la guerre. Et en ce sens, ils ont bien rappelé hier soir qu'ils feraient tout pour continuer à soutenir l'Ukraine
jusqu'à la fin de cette guerre. Donc, que ce soit militairement, que ce soit économiquement, l'Europe ne souhaite pas se désengager. Donc, il n'y a pas de volonté de négociation de paix. Et ça, les Russes voient. Côté américain, il y a effectivement une volonté par cette rencontre à 5, puisqu'il y avait 3 personnes du côté américain et 2 du côté russe, de trouver justement en tout cas une ouverture au dialogue. Donc, c'est véritablement la légitimité américaine qui se crée par l'action et l'illégitimité européenne qui se crée justement, là encore une fois, malheureusement, par l'action, mais dans un sens négatif. Alors, vous évoquez la délégation russe. Donc, elle est emmenée évidemment par Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Il est épaulé par le conseiller de Vladimir Poutine, Sergueï Outchakov, qui est moins connu. Ils sont aussi accompagnés de Kirill Dmitriev, qui dirige le fonds russe des investissements directs. Selon les médias russes et selon le New York Times, il a déjà évoqué ce matin à Riyad des pistes d'accords commerciaux entre les États-Unis et la Russie, notamment le retour des compagnies pétrolières américaines en Russie et le développement de nouveaux projets communs en Arctique. On a déjà le sentiment que les plus réalistes, les Américains, les Russes, vont trouver des terrains d'entente. Le commerce peut-il, selon vous, adoucir les mœurs entre les deux puissances, entre ces deux nouveaux géants, Trump et Poutine? Alors, il y a une obligation entre ces deux superpuissances, effectivement, de bien s'entendre sur un volant économique, finalement. C'est positif pour les deux économies, et russe et américaine. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'enjeux américains qui dépendent de matériaux ou de terres précieuses ou d'hydrocarbures russes. Donc, inéluctablement, il faut garder le dialogue. Ça, c'est une certitude. Trump est un businessman, donc il ne s'en privera pas, assurément, si ça va dans le sens des intérêts américains. Deuxièmement, ce qui est intéressant, et on peut ramener un petit peu au parallèle ukrainien, c'est justement que Trump a préempté une protection américaine, en tout cas une défense des intérêts ukrainiens par l'Amérique lors de négociations, justement à des accords commerciaux sur les terres rares. Mais une énorme partie de ces fameuses terres rares ukrainiennes sont déjà de facto sous contrôle russe, puisqu'elles sont majoritairement dans les parties est de l'Ukraine, c'est-à-dire celles détenues par la Russie. Donc, je dirais qu'il y a un pas facile à franchir que d'imaginer que dans un terrain d'accord, de négociation, de diplomatie entre la Russie et les États-Unis, il puisse y avoir des accords commerciaux avec des avantages, des tarifs avantageux pour les États-Unis d'Amérique, notamment sur ces fameuses terres rares sur lesquelles les États-Unis d'Amérique lorgnent tant en Ukraine. Donc l'ensemble, je dirais, des relations économiques et commerciales entre la Russie et les États-Unis sont une priorité très claire pour les États-Unis d'Amérique. Alors, vous évoquez les intérêts russes. Il est très tôt pour être catégorique sur une victoire russe. Alors, victoire militaire, bon, visiblement, il y en a une, comme nous pouvons le voir d'ailleurs sur les cartes du conflit. Mais même d'ailleurs, si les choses n'ont pas toujours été faciles ou simples pour Moscou sur le front, parce qu'une guerre, évidemment, n'est jamais facile ni simple. Mais après une victoire militaire, il y a toujours la victoire politique qui est en jeu et que Moscou essaie d'obtenir. Alors, nous avons évoqué, vous avez évoqué les conditions exigées par Moscou. Elles sont très élevées. Rappelons évidemment l'OTAN hors de l'Ukraine, l'Ukraine hors de l'OTAN et évidemment la reconnaissance des terres, des régions du Donbass, de Kherson et Zaporogie. Mais pensez-vous que Moscou accepterait de revoir à la baisse ses exigences vis-à-vis de Donald Trump, si peut-être la confiance s'est rétablie entre deux égaux? Alors, je ne suis pas certain que de toute façon les Russes souhaitent aller vers je dirais des prétentions à la baisse, puisqu'il me semble que ce sont déjà des prétentions de base sur ces pourparlers. Donc là, très clairement, je pense que ce sera difficile pour les Russes de faire moins que la question de la démilitarisation et je dirais du côté non affilié de l'Ukraine. Ce sera difficile de rendre le moindre territoire qui a été conquis par les Russes. Donc, et la question des sanctions est inéluctable finalement, puisque de toute façon, il en est aussi question sur le SWIFT, sur, effectivement, vous l'avez rappelé, les questions du business entre les grandes entreprises mondiales énergétiques. Donc, ça, c'est des points sur lesquels je ne vois pas comment la Russie pourrait aller en dessous de ses objectifs, très clairement. Par contre,
effectivement, s'il n'y a pas d'accord assez rapide qui puisse se trouver, effectivement, le conflit sur le terrain continue. Vous l'avez rappelé, la Russie avance. Et là, effectivement, peut-être que la Russie pourrait, ou même est-ce qu'elle n'est pas d'ailleurs en train d'espérer que ces négociations n'aboutissent pas directement, pourrait augmenter d'ailleurs éventuellement ses desiderata en fonction de l'évolution sur le terrain. C'est pas, moi je suis pas certain qu'un accord de paix ou un cessez-le-feu en l'état tout de suite maintenant soit finalement le plus favorable pour la Russie, pour les intérêts russes. Voilà, au vu de l'évolution. Et pourtant, ils ont envoyé sur le terrain diplomatique à Riyad 2 personnalités les plus influentes de la diplomatie russe, donc Sergueï Lavrov qu'on connaît très bien, et une autre personne qui elle est beaucoup plus Discrète. voilà, beaucoup plus discrète, moins connue, en tout cas moins connue du grand public, mais qui est sans doute une personne beaucoup plus importante finalement, même éventuellement que Lavrov. Sergueï Outchakov, donc le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Je pense qu'il est même probablement un peu plus que ça. Alors, Outchakov, effectivement, c'est une personnalité qui n'est pas du tout connue des Russes ou même des Européens. C'est un homme de l'ombre, comme on pourrait dire, mais ceci étant, c'est un diplomate de carrière. C'est un homme qui est né dans la région de Moscou cette après-Seconde Guerre mondiale, qui a fait toutes ses études à MGIMO, qui a été ambassadeur notamment aux États-Unis d'Amérique pour la Russie. C'est une des personnes dont on dit qu'il a plus que l'oreille de Vladimir Poutine, qu'il est même éventuellement le grand architecte de la diplomatie russe de ces dernières années. Donc c'est une personne extrêmement influente et alors là, sans en avoir moi d'éléments concrets, il se dit en tout état de cause qu'il est même probablement plus influent que Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Qui est en effet peut-être le praticien, la face visible, mais évidemment, que se passe-t-il derrière le rideau? Vous avez évoqué les intérêts russes qui pourraient accroître avec le temps. Moscou a joué sur le temps depuis le début du conflit. Ils n'ont pas la même notion du temps que les Européens, que les Occidentaux. On sait d'ailleurs peut-être que les démocraties ont du mal à faire la guerre à cause de cela, parce qu'elles ont le chronomètre dans la main. Pensez-vous que Moscou, ici, est en mesure encore de laisser traîner les choses? Je pense que très clairement, c'est ce que Moscou devrait faire. Si j'étais russe, que je ne suis pas, je pense que je jouerais la montre, puisqu'effectivement, l'action sur le terrain est favorable à la Russie. Donc, le temps passant continue de jouer positivement pour la Russie dans son expansion territoriale et la récupération de l'intégralité des territoires, qui sont les 4 territoires annexés par la Russie et sur lesquels Vladimir Poutine ne souhaite pas entendre parler d'un retour côté ukrainien. Deuxièmement, économiquement, la Russie tient bien. Elle tient parfaitement bon. Elle a renforcé son industrialisation, elle a renforcé de grands pans de son économie. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui la presse à trouver un accord. Elle n'est pas, je dirais, la corde au cou économiquement, contrairement à ce que pouvait espérer Bruno Le Maire. Elle n'est pas à genoux. Et donc, elle peut laisser voir encore une période de conflit. Donc, si vous voulez, effectivement, trouver un accord maintenant, finalement, ça arrangerait probablement plus les États-Unis, certainement pas l'Europe, ça c'est très clair. Concrètement, pas du tout l'Ukraine, puisque ça sous-entendrait aussi pour Zelensky de mettre en place des élections, ce qui pourrait être extrêmement dangereux pour lui. Et puis, ça arrange, je dirais, modérément la Russie, parce qu'effectivement, ça gèlerait le conflit, mais ça ne permettrait pas foncièrement d'obtenir peut-être tous les buts de cette opération spéciale qui avait été lancée par le président russe en février 2022. Un temps qui joue donc encore pour la Russie, mais Trump est à l'offensive. La suite, évidemment, sur la chaîne de TVL. Surtout, n'oubliez pas de commenter cet épisode de Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Merci à tous et merci surtout à vous, Alexis Tarade. Merci à vous.